Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Marcus n'eut pas besoin de crier le venin dans sa voix, traversa le showroom comme un éclat de verre. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. La lumière du lustre se refléta dans le sourire glacé qu'il affichait, gravant ce moment au fer rouge dans l'esprit d'Aisha Thompson. Elle était entrée chez Elite James pour une seule raison, se récompenser. 65 ans, une vie bâtie de la poussière au diamant, elle l'avait amplement méritée. L'air sentait le bois ciré et le parfum coûteux, mais l'accueil était plus froid que les pierres dans les vitrines. Derrière le comptoir, Helena la balaya du regard de haut en bas, puis eut un sourire narquois, comme si elle venait de surprendre une plaisanterie. « Nous n'avons rien dans votre gamme de prix, dit-elle d'une voix chargée de mépris. Ils ne savaient pas, ils s'en fichaient, que la femme qui se tenait devant eux pouvait acheter tout le magasin sans hésiter. L'humiliation se mua en quelque chose de plus brûlant, la défiance. Ce n'était pas qu'une question de collier, c'était une question de dignité. Et Aisha Thompson avait survécu à bien pire pour laisser passer ça. Les matinées d'Aisha Thompson commençaient dans le calme. La lumière du soleil traversait de hautes fenêtres, se posant sur les étagères vitrées de son bureau, où trophées et photos encadrés racontèrent l'histoire d'une vie forgée par la ténacité. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, ses vêtements d'intérieur élégants, mais confortables. Chaque geste était mesuré celui d'une femme qui savait que le contrôle est une forme d'armure. Sa maison, une élégante demeure en briques, au cœur d'Atlanta, embaumait le jasmin. Elle aimait s'asseoir à son bureau en chêne, feuilletant des catalogues de luxe, tandis que de vieux disques de jazz murmuraient en arrière-plan. Pour le monde extérieur, elle avait tout, la sécurité financière, le respect, et un cercle restreint mais fidèle d'amis. Mais le calme d'Aisha avait des couches. Dessous, il y avait les souvenirs d'une enfance dans un quartier ségrégué, une mère cumulant les doubles postes, un père parti trop tôt. Les trahisons en salle de réunion, persistaient des collègues blancs s'appropriant ses idées des investisseurs, doutant de sa capacité à diriger à cause de sa couleur de peau. Pendant des années, elle avait choisi la paix plutôt que l'affrontement. Mais le souvenir du mépris d'Elite James raviva quelque chose de profond. Ce soir-là, en regardant les lumières de la ville depuis son balcon, elle murmura plus de silence. La décision était prise, cette insulte ne resterait pas enfouie. Le lendemain, Aisha retourna chez Elite James. Elle se disait qu'elle venait juste pour regarder, mais la vérité était plus tranchante, elle voulait tester si le froid d'hier n'était qu'un accident, ou le vrai visage du magasin. L'air sentait légèrement la vanille et le cuir, mais sous cette odeur, la tension était immédiate. Marcus se tenait près du comptoir, les bras croisés, un rictus flottant aux lèvres. Helena faisait semblant de réarranger une vitrine, ses yeux glissant sur Aisha comme si elle n'existait pas. Aisha s'approcha d'une vitrine présentant un collier d'émeraude colombienne rare. « Pourrais-je voir cette pièce ?» demanda T.L. d'une voix calme et mesurée. Helena ne bougea pas. Elle laissa la demande flotter dans l'air un instant de trop avant de répondre. « Ce collier est très cher. » La pause était délibérée, l'emphase chargée de sous-entendus. Marcus avança la voix mielleuse. « Nous ne sortons pas ces pièces pour... de simples visiteurs. Vous comprenez ? » Son regard glissa vers son sac à main griffé mais discret, comme pour évaluer s'il correspondait à leur définition de valeur. Autour d'eux, d'autres clients essayaient des bagues, goûtaient au champagne offert par des vendeurs souriants. Personne ne semblait remarquer le mur invisible dressé entre Aisha et les bijoux. Ou peut-être qu'il remarquait et préférait détourner les yeux. Ses doigts se crispèrent sur son sac. « Je veux le voir » répéta-t-elle plus ferme. Marcus expira bruyamment, murmura quelque chose à Helena trop bas pour être entendu. Helena sortit enfin le collier, ses gestes lents et réticents. Aisha l'examina, sentit son poids, puis le rendit avec un signe poli. Elle se dirigea vers la sortie, mais la voix de Marcus la suivit à la prochaine, s'il y en a une. Les mots étaient un défi. Ce n'était pas qu'une mauvaise journée, c'était un système fait pour lui rappeler sa place. Et Aisha sut à cet instant se taire, c'était être complice. Elle sortit dans l'air frais de l'après-midi, son téléphone déjà en main, cherchant le numéro de Jamal. Il était temps de transformer l'insulte en action. Si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires qui éclairent l'injustice. Aisha tenta de préserver ses habitudes après ce jour humiliant, le thé infusant dans sa tasse en porcelaine préférée chaque matin, le crépitement doux du jazz sur vinyle chaque soir. En apparence, sa vie semblait inchangée.
Mais sous la surface, l'insulte restait comme une ombre collée à elle, la suivant dans chaque pièce, chaque conversation. Le souvenir revenait sans relâche, le rictus de Marcus, le sourire narquois d'Helena, cette tension subtile dans l'air, comme si le magasin lui-même conspirait pour la rejeter. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait ce genre de traitement, mais il y avait des années qu'il ne s'était pas montré aussi ouvert, aussi assumé. Rapidement, elle commença à remarquer des signes qu'elle ignorait auparavant. Dans les espaces haut de gamme, ce petit délai avant qu'on ne la salue. Ce léger regard d'évaluation dans les yeux d'un inconnu, suivi d'un désintérêt poli. Même la barista de son café préféré semblait éviter de croiser son regard trop longtemps. L'isolement ne venait pas seulement des étrangers. Lors d'un gala caritatif qu'elle soutenait depuis plus de 10 ans, des amis avec qui elle riait autrefois écourtaient désormais les conversations, jetant des coups d'œil autour d'eux, comme si être vu avec elle était devenu risqué. Une femme posa légèrement la main sur son bras et murmura : « Tu fais trop de vagues, ma chère. Peut-être qu'il faudrait laisser tomber. » Le sourire était aimable, mais le sens était tranchant. Puis les médias commencèrent leur attaque silencieuse. Un blog local de ragots titra « Riche victime » ou « Chercheuse d'attention ». L'article était rempli d'insinuations sur ses motivations. Les commentaires étaient pires. Elle joue encore la carte raciale. Classique. Toujours en quête de pitié. Elle ne répondit pas publiquement, pas encore, mais chaque mot était comme du sable grinçant dans une plaie ouverte. Même au sein de sa propre communauté, les opinions se divisaient. Certains la considéraient courageuse, une voix pour ceux qui avaient trop peur de parler. D'autres craignaient qu'elle n'attire trop l'attention, risquant de détériorer les relations avec des propriétaires d'entreprises influents. Quelques-uns allaient jusqu'à dire qu'elle faisait de cette histoire une question raciale, alors que ce n'était que du mauvais service. Les menaces commencèrent discrètement. Un email anonyme « Arrête maintenant et nous oublierons ». Puis un SMS d'un numéro inconnu « Abandonne ou tu le regretteras ». Aïcha ne broncha pas jusqu'à ce que l'enveloppe arrive. Épaisse, sans expéditeur, glissée sous sa porte un après-midi. À l'intérieur, sa proposition privée de rachat d'Elite James chiffre, stratégie échéance imprimée et couverte d'annotations en rouge moqueur. Certains chiffres, encerclés avec les mots mignons et pathétiques griffonnés dans les marges. Sur la dernière page, en gros marqueur noir, « Reste à ta place ». Elle resta assise à sa table de cuisine presque 1 heure fixant ces mots. La peur fut la première à venir, la prise de conscience que quelqu'un avait pénétré son intimité volée, quelque chose de crucial. Puis vint la colère chaude et constante repoussant la peur. Elle comprit alors, il ne cherchait pas à protéger la boutique. Il cherchait à protéger un système où des gens comme Marcus et Helena pouvaient décider qui avait le droit d'entrer sans être contesté. Un système où des femmes comme elle étaient censées rester reconnaissantes pour l'accès qu'on daignait leur accorder. Ce soir-là, elle se tint devant la fenêtre de son salon, contemplant la ligne d'horizon d'Atlanta. En bas, la rue bourdonnait de vie, qui ne connaîtrait jamais son combat des gens riant autour d'un dîner, élan des taxis, tombant amoureux ou se séparant. Pendant un instant, elle se sentit complètement seule. Puis, dans la vitre, elle aperçut son propre reflet, non pas fatigué, non pas brisé, mais inflexible. Elle pensa aux mains usées de sa mère, lui glissant quelques dollars pour acheter des fournitures scolaires. Elle pensa à toutes ces salles où on l'avait sous-estimée et au moment où elle avait fait taire chaque sceptique par sa réussite. Son téléphone vibra sur le bureau une autre menace anonyme. Elle ne la regarda même pas. À la place, elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts glissant avec précision sur le clavier. Ce n'était plus une question de bijoux. C'était une question de dignité d'héritage et de refus d'être effacée. S'il pensait que l'isolement la briserait, alors il ne connaissait pas Aïcha Thompson. 3 jours après l'arrivée de l'enveloppe, Jamal se rendit chez elle. Il ne perdit pas de temps avec les salutations. Il posa une chemise cartonnée sur la table de la salle à manger. « Ils sont négligents, dit-il en s'asseyant. J'ai retracé les menaces par email. Devine où ça mène. » Aïcha ouvrit la chemise. À l'intérieur, capture d'écran, adresse IP et une liste de noms. 2 lui étaient familiers, d'anciens employés d'Elite James, partis discrètement il y a quelques mois. L'un travaillait encore là-bas. « Ils pensaient me te faire peur, continua Jamal. Mais je crois que maintenant tu as un levier. » Aïcha se pencha en arrière, réfléchissant. C'était une petite fissure dans leur armure, mais suffisante pour entrevoir une voie. Pas de confrontation frontale de la précision.
frapper là où ça ferait le plus mal leur réputation et la peur viscérale des dirigeants face à un scandale public. Ils commencèrent discrètement. Jamal contacta un journaliste de confiance spécialiste des discriminations en entreprise, reconnu pour ses enquêtes irréprochables. Aïcha, de son côté, joignit une vieille amie de ses années dans la tech aujourd'hui, consultante en cybersécurité. En une semaine, ils mirent au jour bien plus que son propre cas, un schéma d'embauche discriminatoire, des vendeurs formés à profiler les clients, et même des notes internes incitant à protéger la marque en écartant certains segments non ciblés. Le tournant arriva lorsqu'une ancienne assistante manager d'Elite James Rosa accepta de la rencontrer. Dans un café discret, les mains tremblantes, Rosa glissa une clé USB sur la table. « Tout est là », murmura-t-elle. E-mail, manuel de formation. Rapport d'incident qu'ils ont enterré. Ce qu'ils t'ont fait, ils le font depuis des années. Ce soir, là, dans son bureau, Aïcha lut ligne après ligne de preuves. Elle ressentit de la colère, oui, mais aussi une validation profonde. Elle ne l'avait pas imaginé. Elle n'avait pas exagéré. Le système existait et elle avait les preuves en main. Jamal suggéra l'étape suivante, une fuite contrôlée. Pas de déferlement public immédiat, mais des divulgations stratégiques à des groupes de défense des consommateurs, à des associations militantes et à un réseau d'influenceurs connus pour dénoncer l'hypocrisie des marques de luxe. En quelques jours, les murmures commencèrent à circuler dans les bons cercles. Le siège d'Elite James réagit comme Aïcha l'avait prévu silence au début, puis un mémo interne soigneusement rédigé sur l'excellence de l'expérience client. En coulisses, leur service juridique se mit à chercher la source des fuites. La tension changea de camp. Pour la première fois depuis le début, Aïcha les sentait réagir à elle et non l'inverse. Puis survint un allié inattendu, une vlogueuse lifestyle très suivie, qui avait déjà été snobée dans ce même magasin, parce qu'elle portait des vêtements décontractés. Elle raconta son histoire face caméra et identifia Aïcha. La publication explosa. Des milliers de commentaires affluèrent rapportant des expériences similaires chez Elite James ou dans d'autres enseignes de luxe. L'image immaculée de la boutique commença à se fissurer. Les médias s'emparèrent du sujet, le présentant comme une discussion plus large sur le racisme et le classisme dans le commerce de luxe. Et pendant ce temps, Aïcha restait mesurée, pas de diatribe, pas d'emportement. Elle laissait les preuves et les témoignages des autres construire le dossier. Pourtant, elle savait que la véritable bataille n'avait pas encore commencé. Avoir du levier était une chose. Forcer les propriétaires à vendre en était une autre. Et Marcus, le directeur suffisant qui avait tout déclenché, n'avait pas encore montré son jeu. Un soir, alors qu'elle révisait sa stratégie avec Jamal, elle demanda « Quand le moment viendra, tu crois qu'ils plieront ou qu'on devra tout réduire en cendres ?» Le point de bascule arriva plus vite qu'Aïcha ne l'avait imaginé. Un lundi matin, Jamal l'appela avant le lever du soleil. « Mais la chaîne 7 » dit-il, la voix vibrante d'une excitation maîtrisée. À l'écran, la présentatrice affichait un air grave. Derrière elle, le logo d'Elite James brillait, et à côté, ces mots « Enquête exclusive ». Le reportage était implacable, témoignages de clients et mails divulgués, manuels de formation, le tout tissé en un tableau accablant de discrimination systémique. La clé USB de Rosa avait été un trésor pour l'équipe d'investigation. En quelques heures, l'histoire était partout sur Twitter, Facebook, YouTube. Les médias nationaux s'en emparèrent, la présentant non seulement comme un scandale, mais comme une discussion nécessaire sur le racisme dans le commerce de luxe. Des hashtags comme Élite exposée et Passe notre clientèle devinrent viraux. Le siège social paniqua. Un communiqué exprima une vive préoccupation et annonça un audit interne, mais le timing sentait la manœuvre de crise. Les actionnaires s'en rendirent compte et ils n'étaient pas contents. L'action de la société mère chuta. Dès le mercredi, une avocate célèbre des droits civiques annonça qu'elle représentait plusieurs anciens employés et clients dans un recours collectif. Rosa se tenait à ses côtés lors de la conférence de presse, la voix ferme, racontant des années de discrimination silencieuse. Puis vint l'ultime coup. Une coalition d'associations organisa une manifestation pacifique devant la boutique phare. Des centaines de personnes y participèrent, pas seulement des militants, mais aussi des habitants d'Atlanta, des chefs d'entreprise et même des célébrités. La foule était diverse unie par un seul message responsabilité. À l'intérieur, Marcus tenta de garder la maîtrise, mais les clients passaient devant sans entrer. Les journalistes se pressaient appareil photo en main. Elena fut photographiée quittant discrètement la boutique par une porte latérale évitant les questions.
Le vendredi, le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence avec Aïcha. Cette fois, plus de suffisance, plus de ton condescendant. Le négociateur principal, un homme qui autrefois ignorait ses appels, commença ainsi. Nous aimerions résoudre cela rapidement. Aïcha écouta calme pendant qu'ils exposaient leurs conditions. Ils voulaient que la mauvaise presse disparaisse, que les manifestations cessent, et ils étaient prêts à vendre. Les documents furent signés en moins d'une semaine. Marcus fut licencié avec effet immédiat. Helena démissionna sous la pression publique. La société mère présenta des excuses officielles, bien que leur sincérité reste douteuse. Lorsque l'accord fut conclu, Aïcha franchit les portes d'Elite Gems pour la première fois en tant que propriétaire. Elle ne dit pas grand-chose, s'arrêta simplement au centre du showroom, observant les sols en marbre, les vitrines scintillantes, le personnel qui désormais évitait son regard. Cet endroit sera différent, dit-elle doucement à Jamal. Le lendemain matin, un communiqué annonça le nouveau nom de la boutique Bijoux Empower. Le texte était court et percutant. Le luxe appartient à tout le monde. Les médias la saluèrent comme un symbole de résilience. Les réseaux sociaux se remplirent de messages de félicitations. Pendant un instant, il sembla que la tempête s'était calmée. Mais en contemplant les lumières de la ville depuis son bureau ce soir-là, Aïcha savait que le combat dépassait un simple magasin. C'était une victoire, mais pas la fin. Et vous vous seriez arrêté là? Ou auriez-vous poussé la lutte plus loin? Les gros titres parlaient d'un triomphe. Les photos d'Aïcha devant la nouvelle enseigne Bijoux Empower devinrent virales, une femme qui avait défié un géant du luxe et gagné. En apparence, c'était une fin parfaite. Mais les victoires ont leurs ombres. Les mois de pression avaient laissé des traces. La tension artérielle d'Aïcha, autrefois stable, montait désormais sous l'effet du stress. Son médecin l'avertit, elle devait ralentir, mesurer le prix de bataille aussi lourde. Elle tenta d'en rire, mais au fond, elle savait qu'elle était fatiguée d'une fatigue que le sommeil ne pouvait réparer. Sa famille en avait souffert. Sa nièce employée dans une grande agence de communication avait cessé de lui parler après que ses collègues l'eurent accusé d'attiser la controverse raciale. Certains amis de longue date ne rappelèrent jamais. Le silence était pire que les insultes, un rappel discret que tout le monde ne peut pas rester debout au cœur d'une tempête publique. Dans le monde des affaires, toutes les portes ne s'ouvraient plus. Quelques événements de réseautage prestigieux la rayèrent discrètement de leur liste d'invités. Des contrats qu'elle négociait avant le scandale prirent soudain une autre direction. L'élite a la mémoire longue pour ceux qui brisent ses règles tacites. Pourtant, chaque jour, lorsqu'elle parcourait le magasin, elle voyait des visages qui lui rappelaient pourquoi elle s'était battue. De jeunes femmes noires, essayant des bijoux sans être suivies du regard. Des couples de toutes origines accueillis avec une chaleur sincère. Une mère achetant à sa fille un cadeau de fin d'études, les larmes aux yeux lui soufflant « Merci d'avoir créé un lieu où nous nous sentons chez nous ». Aïcha savait qu'elle n'avait pas réparé le système. Le préjugé vivait encore au-delà des portes vitrées. Mais ici, à l'intérieur, elle avait taillé un espace où le respect n'était pas à vendre, c'était la norme. Le prix avait été élevé et la victoire imparfaite. Mais c'était la sienne. La justice compris, elle n'est que rarement pure. C'est un combat, un compromis, une cicatrice qui ne se referme jamais vraiment. Et pourtant, pour une cause juste, chaque cicatrice en vaut la peine. Dans les semaines qui suivirent l'ouverture de Bijoux Empower, l'effet d'entraînement dépassa largement ses portes vitrées. Les médias locaux couvrirent la transformation. Comme bien plus qu'une simple histoire commerciale, elle devint une étude de cas sur la façon dont une seule personne pouvait défier un préjugé profondément enraciné. Les associations de défense citèrent le combat d'Aïcha dans leur campagne pour des politiques anti-discrimination renforcées dans le commerce de détail. En quelques mois, le conseil municipal proposa des amendements à la législation sur les licences commerciales imposant des formations sur la diversité et un contrôle plus strict des enseignes de luxe. D'autres boutiques prirent note. Certaines révisèrent discrètement leur politique de service client, craignant de devenir la prochaine cible médiatique. Une chaîne nationale annonça même un programme de bourse pour les étudiants, issus de minorités souhaitant faire carrière dans la mode et la gestion de boutiques haut de gamme. Aïcha fut invitée à intervenir lors de conférences et d'événements communautaires, mais elle n'en accepta qu'une poignée. La célébrité n'avait jamais été son objectif. Elle préférait les victoires plus discrètes. Elle concentra plutôt ses efforts sur le mentorat de jeunes entrepreneurs noirs, organisant le soir des rencontres dans sa boutique
pour leur apprendre à protéger à la fois leurs idées et leur dignité. Un matin d'automne frais, Aïcha balayait le trottoir devant Bijou Empower. Un jeune couple s'arrêta pour la remercier, affirmant que son histoire les avait inspirés à ouvrir leur propre commerce. Elle sourit, posa son balai, et marcha avec eux jusqu'au bout de la rue. 3 personnes, avançant ensemble, le soleil se reflétant dans les bijoux exposés derrière eux. Si le parcours d'Aïcha a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Son combat montre que le changement commence par une seule voie, et cette voie pourrait être la vôtre. Cliquez sur la prochaine vidéo affichée à l'écran pour découvrir d'autres histoires qui vous toucheront, vous feront réfléchir et vous inspireront à vous tenir plus droit. Laissez un commentaire et dites « Nous auriez-vous pris la même position en connaissant le prix à payer ?» Abonnez-vous, c'est gratuit, et rejoignez une communauté qui croit en la justice, la dignité et le pouvoir de refuser le silence.